Bonjour, donc je suis Arnaud Paturé, chercheur au CNRS, enseignant à l'ENS et aussi à l'Université Clermont-Auvergne. Et bon, je parle un petit peu au nom de Florence Fabron, qui est le grand artisan de l'organisation de cette série de colloques ici. Alors une semaine qui va être chargée, puisqu'on a un premier volet très juridique, donc un colloque sur l'autochtonie, la reconnaissance juridique de l'autochtonie, alors qui sera peut-être un petit peu technique, mais ce volet juridique tenait à cœur aux organisateurs. Il s'agissait quand même de réfléchir sur ces éléments-là. On aura un deuxième temps, donc ça c'est pour lundi et mardi. On aura un second temps, avec un colloque sur l'innovation sociale, en partenariat avec l'IUT Carrière Sociale. Donc là, ça sera peut-être un petit peu différent, même si quand on fait du droit avec Florence, on a quand même beaucoup tendance à essayer de confronter aussi la pratique et d'autres champs, je dirais. Mais là, le champ social est par nature un champ pratique, donc il y aura bien sûr de la théorie, mais aussi beaucoup de praticiens, beaucoup d'expérimental, si je puis dire, de mise en situation sur ce colloque sur l'innovation sociale. Et notre troisième temps de la semaine sera déporté à Saint-Laurent-du-Maroni, avec un temps sur le handicap et la cohésion sociale, où il y aura une conférence à 3 voix, avec moi-même, Frédéric Marty, qui est une littéraire et un ethnomusicologue également, et ensuite des tables rondes pour là encore replacer les choses dans leur contexte et de faire quand même un travail pratique et de se servir finalement un petit peu de la théorie, de confronter tout cela avec le vécu des travailleurs sociaux sur place pour essayer de tous réfléchir ensemble sur ces problématiques-là. Voilà. Très bien, on va faire circuler le micro. Vous nous avez déjà mis un peu dans le bain. Allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Sharif Saïd Adinani. Je suis le référent juridique de Mayotte. Enfin, je ne l'ai pas dit, on est de Mayotte. Et ma mission au conseil cadial consiste à croiser le droit commun, comme c'est de là-bas, ça veut dire le droit républicain et le droit local, puisque l'ordonnance, en tout cas, installant la département de Mayotte, en tout cas, le permet, à savoir que les Mahorais souhaitant se faire juger par le droit local ont le droit. Donc, sauf que installé par le tribunal, c'est le tribunal qui doit instituer pour savoir qui et comment, sachant ou professionnels, doivent appliquer cette loi. Donc moi, je suis au conseil cadial pour pouvoir croiser effectivement le droit commun et le droit local. Très grosse responsabilité, on y reviendra tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle M. Rijali Nissa, adjoint au Grand Cadi de Mayotte. Donc on est venu justement pour le colloque, mais apparemment que je parlerai effectivement avant comment les cadis travaillaient et aujourd'hui comment on est en départementalisation. Donc c'est ça mon thème que je apporterai devant vous. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle André Roux, je suis professeur à Aix-Marseille Université, plus précisément à Sciences Po Aix, et je suis spécialiste de droit public et notamment de droit constitutionnel. Donc j'interviendrai demain pour présenter le cadre général, le cadre constitutionnel, et pour savoir finalement dans quel cadre s'inscrivent les revendications à l'autonomie des peuples autochtones et quel est le degré finalement de pluralisme que le droit en général peut consentir à ces peuples. Bonjour, alors moi c'est Mohamed Mtchangweni, donc je viens de Mayotte, je suis anthropologue. L'objectif ici, c'est d'essayer de questionner effectivement ces différents statuts des personnes de droit commun et droit local sur Mayotte. Et après la départementalisation, la difficulté, ou pour ne pas dire la simplicité de l'approche, c'est de vouloir comprendre comment les autochtones, pour ne pas dire la population locale, essayent de s'adapter malgré tout, puisque le droit commun qui vient s'ajouter au droit local, ce n'est pas une mince affaire, ni pour l'État, ni pour la population. Très bien, nous voici rentrés dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les axes autour desquels ce colloque s'articule ? Les axes, il y a toujours, enfin en tout cas je parle pour le premier temps du colloque juridique, il y a déjà une première mise en perspective, c'est-à-dire finalement la mise en forme des problématiques posées par l'autochtonie par rapport au droit commun, on va l'appeler comme ça. Moi pour ma part je ferai aussi le volet historique et après l'idée sera de décliner un petit peu ces problématiques dans leurs ramifications, c'est-à-dire ce qu'elles posent comme problème dans les terroirs en fonction des différents systèmes nationaux.
Voilà, c'est tout le problème de l'autochtonie, que de penser des droits internes dans le cadre d'un État unitaire. C'est donc l'objet de beaucoup de débats et surtout de beaucoup de constructions techniques qu'il faut affiner, qu'il faut construire. Voilà. Alors, quel parallèle peut-on établir entre le Cadi à Mayotte et le droit coutumier chez nous en Guyane? Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots? Effectivement, il est pertinent de réfléchir aujourd'hui sur la question et la responsabilisation ou la responsabilité des responsables, on va dire, juridiques, puisque parallèlement, si vous voulez comparer, Mayotte a un statut un peu différent par rapport à son histoire. L'histoire de Mayotte étant, on va dire, qui rassemble plusieurs civilisations, dont l'islam, et qui est arrivé à Mayotte depuis le 7e, 8e siècle, a installé un certain nombre d'institutions, dont le Cadi, qui est une institution qui est mise en place dans le monde arabe depuis les Omeyyades, mais on sait déjà que dès le 19e siècle, ces institutions existaient déjà dans les Comores en particulier, et à Mayotte plus spécifiquement, lorsque les Comores ont pris leur indépendance, malgré la gouvernance collective, Mayotte est devenue collectivité territoriale de la République française, et donc l'institution cadiale est revenue sur le territoire de Mayotte. C'est une première précision importante, puisque ça aurait été le contraire. Mais pourquoi alors cette institution est revenue? Parce que la République, pour ne pas dire les autorités françaises, ont bien compris l'intérêt qu'il y avait, c'est que dès le traité de cession de 1841, il était question effectivement d'associer la population locale à toute décision qui serait prise au sein de tout conflit dans la société. Et donc le parallèle qu'on ferait, c'est que les autorités locales, représentées par des fundis, c'est-à-dire des sachants, mais aussi des cadis, qui sont les juges locaux, étaient importants pour que la France puisse bien gérer et administrer la cité. Et au niveau hiérarchique, comment peut-on, comment le Cadi se positionne-t-il par rapport au droit français? Est-ce qu'il y a une hiérarchisation entre les deux ou pas du tout? Oui, au fait, enfin, normalement, quand on est dans une situation, il faut déjà voir dans le cadre de la hiérarchie. Sauf que dans le cas de Mayotte, il y a une certaine ambiguïté qui s'installe. Pas parce que la situation est ambiguë, parce qu'en tout cas, c'est une question de reconnaissance en fait. L'État, avec les institutions, impose d'une certaine manière, en tout cas, leur existence comme partout ailleurs, alors que localement, la population reconnaît au préalable d'abord l'existence, en tout cas, d'une institution cadiale. Donc, au fait, quand vous partez en tout cas, de la base autochtonale, je peux dire comme ça, en fait, la population reconnaît avant tout l'existence des cadis et que ça ligne à cette denonce. Alors que si vous partez de côté, en tout cas administratif, effectivement, l'administration reconnaît d'abord l'institution administrative qui est en tout cas la préfectorale. Donc, au fait, c'est quelque part une guerre froide qui ne dit pas son nom, mais que nous, en tout cas, on essaie effectivement, et c'est dans le cas de ma présence, c'est d'essayer en tout cas de faire rapprocher les deux pôles, parce que l'un sans l'autre ne peut pas en tout cas fonctionner en tout cas dans la situation de Mayotte. Donc malheureusement, cette entente n'est pas encore acquise, malgré que les réalités imposent en tout cas leur mise en commun. Donc, à vous entendre, les frontières ne sont pas clairement définies? Pas encore, en tout cas. Enfin, existent, et chacun le reconnaît, mais personne ne veut reconnaître la valeur d'autre. Donc, à quelque chose, c'est comme ça, on peut dire ça. Et pour le citoyen mahorais, est-ce que c'est toujours évident de se diriger vers telle ou telle institution? Est-ce qu'il y a suffisamment de pédagogie? Effectivement, parce que je dirais que les Mahorais ils s'intéressent beaucoup aux institutions cadiales plus que le droit commun, parce que effectivement, il y en a qui vont vers là-bas pour plaigner, pour plaider leur plainte, mais aussi bien le nombre, je dirais, beaucoup de nombre de Mahorais qui viennent chez nous, parce que nous, ils sont à l'aise, parce que nous, on parle en mahorais avec eux et tout ça. Et à l'avance, avant, on partirait s'il y a des conflits voisinage, par exemple à la campagne ou même les voisins. Nous, les cadis, on partait nous-mêmes avec nos secrétaires pour aller voir la situation, comment il est, et qu'on trouve là une attente d'accord, un accord d'attente, ou bien, mais
ce que ils disent, bon voilà, si jamais il y a des conflits à la campagne, par exemple, il y a le juge, il envoie que des, comment dirais-je, des gendarmes, mais eux, ils ne déplacent pas comme nous. Mais nous, on déplace sur place pour voir ce qui se passe. Voilà. Et pour l'exécution des peines, comment ça se passe au niveau du cadi vous êtes en mesure de faire appel à la force régalienne, en l'occurrence à la police, à la gendarmerie, quand il faut faire exécuter une mesure? Malheureusement, aujourd'hui, bon, donc, mais avant, on travaillait parce qu'il y avait un président qui s'appelait M. Jean-Baptiste Fleury, qui reconnaît les cadis, tous les travaux, mais actuellement, les professionnels qui viennent maintenant, ils sont méconnaissants de nous, c'est-à-dire ils nous ignorent, mais quand même on travaille ensemble. Et puis on a quand même l'air de travailler beaucoup avec eux, on se croise, ou bien même nous ici, qu'est-ce que j'allais dire, apparemment, notre jugement, ils ne sont pas exécutifs maintenant, mais simplement on est resté dans la médiation et la conciliation. Mais depuis à l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est jugement litigieux, on n'était pas quand même, c'est le tribunal de première instance qui se basait de ça. Très bien, les choses sont très claires avec ces explications. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y aura un focus qui va être porté sur le droit coutumier en Guyane lors de ce colloque? A priori oui, alors j'ai pas le programme sous les yeux, j'ai pourtant été chercher chez l'imprimeur il y a un jour ou deux. Oui, évidemment, il y aura, j'ai envie de vous dire, ça serait quand même un petit peu fou d'organiser un colloque à un endroit et de pas s'intéresser à ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc effectivement, il y aura bien évidemment une focale sur la Guyane. L'idée est que dans toutes les manifestations qu'on fait, en fait, il faut que ça serve directement aux acteurs locaux, idéalement. Et ça fait partie un petit peu des prérequis de ce qu'on devrait faire pour toute manifestation scientifique. C'est pas qu'un dialogue d'initiés, même si ça peut être intéressant, on fait avancer les conceptions, la technicité, la science, on va dire ça comme ça, mais il faut qu'il y ait des applications pratiques et potentiellement des applications pratiques qui se destinent aux acteurs locaux qui nous accueillent, si gentiment. Alors, pour les auditeurs et les internautes, quel est l'intérêt d'un tel colloque? Est-ce qu'il va y avoir une restitution à l'issue? À quoi peut-on s'attendre comme résultat? Oui, il y aura bien sûr une restitution. Les interventions, les différents rapports seront publiés. Il y aura une publication dans les prochains mois. Ceux qui sont intéressés peuvent aussi suivre par Zoom les débats, les interventions. Donc il faut s'adresser à Florence Faberon pour avoir le lien. Et je crois que l'intérêt aussi de ce colloque, enfin du colloque de demain et d'après-demain, c'est de montrer le décalage qu'il peut y avoir entre le droit en général, le droit constitutionnel qui met l'accent sur le principe d'unicité du peuple français, un seul peuple, sans qu'il soit possible de conférer des droits collectifs à telle ou telle communauté. Le Conseil constitutionnel se montrant très vigilant à cet égard. On se souvient par exemple qu'il avait jugé contraire à la Constitution la reconnaissance du peuple corse, il y a déjà quelques années. Donc il y a ce principe d'unicité qui est un principe évidemment qui se fonde depuis la Révolution française sur le principe d'égalité, tous les citoyens doivent être égaux sans distinction d'origine, etc. Et puis il y a la réalité, je dirais. Et la réalité, c'est que au sein de la République française, qui est une et indivisible en principe, il y a des peuples autochtones, il y a Mayotte, on vient d'en parler, avec toute une série de spécificités, avec un statut personnel qui est d'ailleurs reconnu par la Constitution. Hein. C'est une des particularités de Mayotte, parce que le statut personnel n'est pas reconnu, par exemple, en Guyane. Donc il y a une certaine diversité qui s'exprime dans la pratique.
À La Réunion, par exemple, je dirais que le principe de laïcité ne s'applique pas comme sur la partie continentale de la République. Hein. Donc, il y a beaucoup de diversité, mais il y a ce cadre un peu rigide qui remonte en fait à, je disais, à la Révolution. C'est-à-dire, on considère que la République, c'est l'universalisme, c'est le contraire du communautarisme. Il y a la conception anglo-saxonne, canadienne, qui elle met l'accent sur la reconnaissance des peuples autochtones, des minorités. Et puis il y a la conception française, mais on peut se demander s'il est encore aujourd'hui pleinement pertinente. Voilà, alors c'est un des enjeux, mais je dirais pas que c'est le seul, parce qu'il y a tellement d'interventions. Je crois que entre lundi et mardi, il y a une quarantaine d'interventions, donc je vous renvoie à la lecture des actes du colloque qui feront l'objet d'une publication. Alors, une décision prise par le cadi ou par le droit coutumier en Guyane, au niveau constitutionnel, au niveau du droit français, quelle force que ça a? Alors pour Mayotte, il y a évidemment une force qui est pleinement reconnue. Pour la Guyane, je dirais que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il y a une reconnaissance de fait. Bon, c'est un peu comme en Nouvelle-Calédonie aussi, même si pour la Nouvelle-Calédonie, disons la force juridique est un peu plus forte. Mais en Guyane, ça reste quand même. Alors c'est quelque chose qui n'est pas consacré par les textes, mais c'est quelque chose qui peut s'avérer une réalité dans la pratique. Par exemple, en Guyane, il n'est dit nulle part que les peuples autochtones, que les tribus qui vivent ici ou là ont des droits sur les terres ou sur autre chose. Mais bon, finalement, il y a des accommodements, comme diraient les Canadiens. Il y a des textes réglementaires qui consacrent le droit à des associations de propriétaires, vous voyez. Et en fait, quand on regarde bien, ces propriétaires, ce sont uniquement les autochtones. Donc, c'est pas reconnu, je dirais toujours par le législateur, mais il y a quand même une réalité qui est incontournable, et peut-être que le droit devrait, en France, davantage s'adapter, je dirais, à la réalité. Est-ce qu'il y a des jurisprudences aujourd'hui, au moment où nous parlons, autour des droits coutumiers, des droits des peuples autochtones? Alors, il y a des jurisprudences, non pas au niveau constitutionnel, mais au niveau des tribunaux administratifs, au niveau des juridictions judiciaires qui, effectivement, reconnaissent ces droits. Mais au niveau supérieur, si j'ose dire, au niveau constitutionnel, on en reste quand même, pour le moment, une conception, je dirais, unitaire du peuple. Cela dit, depuis 2003, la Constitution reconnaît les populations d'outre-mer. Hein. On a cette référence aux populations d'outre-mer. On peut dire que le peuple français reste unique, mais en son sein, il y a ces populations d'outre-mer. Et c'est à travers cette notion de population que peuvent être reconnus certains droits. Bien que le Conseil constitutionnel, c'était à propos de la Polynésie en 2004, ait jugé que la notion de population ne pouvait pas s'appuyer sur le lieu de naissance. C'est-à-dire que la population est composée de personnes qui résident pendant un certain nombre d'années sur un territoire. Le statut de la Polynésie en 2004 avait prévu que pour les transferts fonciers, transferts de terres, les ventes, il y avait une priorité qui devait être donnée aux personnes nées sur place et dont les parents étaient nés, etc. Et ça a été rejeté parce que justement, on ne peut pas introduire de discrimination, je dirais positive, qui serait fondée sur le lieu de naissance, mais uniquement sur la durée de résidence. Il y a des subtilités de ce type qui s'appliquent, c'était le cas de la Polynésie, mais qui pourrait s'appliquer aussi en Guyane, le cas échéant. Le projet d'évolution statutaire dont on parle beaucoup en Guyane, est-ce que cela pourrait changer la donne sur un plan juridique? Ça pourrait changer la donne sur le plan institutionnel, sur le plan des compétences, reconnues bien sûr à la collectivité de Guyane, mais sur le fond, non, ça changerait pas, si vous voulez, la perspective, la perspective universaliste, entre guillemets, qui est celle du droit français, du droit constitutionnel français. Très bien. Avant de terminer, alors
on parle beaucoup de Mayotte puisque c'est la délégation, je crois, qui est la première, qui fait partie des premières arrivées, mais vous en entendez d'autres parmi lesquels vous pouvez. J'ai vu qu'il allait y avoir qui allait être question des États-Unis, de la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Selon ces différentes délégations, quelles sont les thématiques qui seront abordées, quels sont les angles? Vous avez fait le tour, c'est très bien, vous avez bien lu le programme, j'ai envie de dire. L'idée en fait, c'est de finalement confronter un schéma général qui est celui du droit, qui est, comme l'a dit André Roux, relativement universel technique et dans sa technicité, je dirais, relativement polyvalent, et de le confronter, je dirais, à chaque histoire pratique des minorités qui sont insérées dans ces systèmes-là. Et on ne peut pas faire, je dirais, dans ce cadre-là, très particulier de l'autochtonie, qui lie beaucoup de choses. C'est du droit, c'est de l'histoire, c'est de l'anthropologie, c'est de la symbolique, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas laisser le juriste seul gérer tout ça, parce qu'on se rend compte, et André Roux l'a très bien dit, que le droit est parfois un petit peu démuni par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Donc c'est important justement d'aborder cette réalité qui sont des réalités. Et l'idée était justement de faire un petit peu à la manière de ce qu'a pu faire l'ONU au début des années 2000, de penser l'autochtonie comme un phénomène total, fédérateur d'une certaine manière, mais autour de problématiques diverses, et donner la parole à chacun pour dire son autochtonie et les problématiques qu'elle implique dans le cadre national. Ça paraissait indispensable pour construire une réflexion théorique solide. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois les peuples autochtones sont un peu relégués à la seconde place, comme on dirait des peuples de seconde zone? Écoutez, je ne parlais pas généralement des peuples parce que je n'ai jamais voyagé dans les autres îles. Et que Pour vous, à Mayotte? À Mayotte, non. Parce que, au fait, l'avantage de Mayotte, en fait, il y a deux. Vu de l'extérieur, inconvénient, mais de l'intérieur, avantage, c'est que non seulement Mayotte a pu saisir de ses origines, parce que l'histoire, il l'avait écrit, depuis la passation, en tout cas, de la France, avec les conditions, en tout cas, de cet homme, il était écrit. Donc il y a eu des conditions qui étaient écrites qu'on peut aujourd'hui ne pas nier parce qu'on retrouve dans les archives que le peuple mahorais, en tout cas, s'était engagé. Il n'a jamais été forcé ni colonisé, mais il était engagé. Donc il y a eu des engagements écrits. Aussi, le retard à l'intégration pour la dématérialisation aussi a permis peut-être, revenu sur ce que veut dire le professeur Roux, parce que le retard a permis de dire enfin, puisque nous pensons qu'il faut tenir compte de certaines réalités, et bien à Mayotte, c'est l'occasion de porter la preuve concrète, parce qu'à Mayotte, y compris l'ordonnance qui est installée à la départementalisation a déjà tenu compte de ces réalités-là, à savoir, a tenu compte en tout cas de ce droit local, droit coutumier, qui est reconnu et intégré au fait dans la loi administrative, même si il est relégué aux Mahorais, mais pas forcément à tous les habitants de Mayotte, et surtout à ceux qui le revendiqueront, mais pas généralement. Donc il y a eu toujours en tout cas des anecdotes, mais dans le fond, on se rend compte quand même que si on prenait le cas de Mayotte et qu'on fouille un peu plus peu, eh bien, on trouverait des éléments pour faire avancer de très loin les autres qui ont été déjà d'emblée figés sur de droits généraux et qui n'avaient rien à voir avec en tout cas leur réalité locale. Peuple autochtone, synonyme de peuple de seconde zone? Alors, je voulais juste reprendre le mot autochtone pour vous dire effectivement que nous là-bas, on n'utilise pas du tout ce mot-là. On parle beaucoup de la population locale, puisque en termes juridiques, on va utiliser beaucoup le droit local. Donc quand on dit droit local, c'est le droit qui régit la vie des personnes nées à Mayotte. Donc, mais plutôt pas autochtone. C'est-à-dire quand vous allez dire peuple autochtone, pour les Maoris, ça ne parle pas. Et du coup, il est très intéressant effectivement de reprendre par rapport à votre question, de voir que tout le processus de Mayotte française est un processus entre la population locale et la France. Ça n'a jamais été un combat tout seul contre la France. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe entre la France et Mayotte, les Mahorais, et ce qui se passe entre la population locale et la région, pour bien comprendre les enjeux qu'il y a là. Et là-dessus, je vous inviterai demain de venir à la conférence pour vraiment comprendre le débat,
parce que je pense qu'on ne peut pas effleurer les questions comme ça et les amener avec du vent. C'est pas le moment, je pense. Vous avez préféré éluder notre question. Vous êtes libre, hein, c'est toute votre liberté. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne, sur nos antennes de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni, nous présenter ce colloque. Et puis on vous souhaite bien évidemment, souhaite que les débats soient vifs, intéressants et surtout que ça amène des connaissances supplémentaires pour tout un chacun. Merci encore.